Concept de pure... je vais pas y arriver. Poly- Polycuriosité po- po- adaptative. Je savais que ça allait m'embêter. Ce n'est pas que inné. Ça donne Exactement. de l'espoir. Je pense Exactement. notamment au sens de l'orientation catastrophique. Exactement. T'es prêt, Cyril ? Prêt. Bon bah, on y va. Bonjour et bienvenue au Cœur des Soft Skills, le podcast où nous explorons les compétences qui font la différence dans le monde professionnel et personnel. Je suis Noémie Nicolas, consultante et formatrice Central Test et votre guide dans cette aventure au cœur des soft skills. Aujourd'hui, nous abordons une soft skills peu connue, la polycuriosité adaptative. Cette compétence spécifique aux profils multipotentiels et aux personnes à haut potentiel intellectuel aborde la capacité à jongler entre différentes disciplines, à s'adapter rapidement et à rester continuellement curieux. Cela peut ouvrir des portes insoupçonnées et propulser des carrières vers de nouveaux horizons. Pour explorer cette compétence en profondeur, nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui Cyril Barbet, coach professionnel certifié, conférencier de renom, spécialiste en multipotentiel et HPI. Donc Cyril est un expert reconnu pour aider justement ces profils uniques à canaliser leur potentiel et aussi à transformer cette diversité de talents en force. Bienvenue à toi Cyril. Merci Noémie. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Ton expertise et ton expérience, je pense, va apporter vraiment des éclairages précieux à nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, j'ai 58 ans. Alors, j'incarne un peu cette multiplicité dont on va parler, puisque, en fait, je suis un pur produit du système scolaire. Alors, peut-être parce que mes parents étaient instituteurs et que j'ai voulu leur faire plaisir, en quelque sorte. Et c'est peut-être aussi parce que j'avais certaines aptitudes, mais il n'empêche que, voilà, donc j'ai fait une formation d'ingénieur. J'ai commencé dans l'industrie automobile pendant 10 ans chez PSA Peugeot Citroën, qui est devenu Stellantis. Et même pendant 10 ans chez Stellantis, en fait, j'ai fait 5 postes différents, donc une moyenne de 2 ans par poste, tous avec, on va dire, une communauté on va dire, un poste managérial, un poste d'encadrement. Mais les 5 postes étaient très différents. J'étais en production de boîtes de vitesse, en production de véhicules. Ensuite, j'ai fait plutôt de la logistique. Et puis, j'ai terminé plutôt sur les aspects financiers et les aspects prospectifs, donc plutôt vraiment à très long terme. Voilà, j'ai fait 5 postes différents. Après, j'ai eu envie de quitter, de prendre un peu mon envol. Et puis, j'ai fait un premier virage à 90 degrés, ou 90 ou 180 d'ailleurs. Je suis parti dans le domaine de l'éducation. Comme quoi, les chiens ne font pas des chats, puisque mes parents étaient instituteurs. J'ai pris la direction d'un établissement d'enseignement supérieur de logistique industrielle. Et pendant 5 ans, je l'ai dirigé. C'était un jeune établissement. Il fallait le faire grandir. Il fallait lui donner une forme de stabilité. Donc voilà, j'ai fait passer de 80 élèves à 200 élèves. On a augmenté le budget. On a, permis son équilibre financier. J'ai développé l'international, la formation continue. Donc ça a bien marché. Et je pense que ça a bien marché parce que j'étais dans une forme de défrichage. Et puis, au bout de 5 ans, mon directeur général, puisque j'étais en fait membre du comité de direction d'une chambre de commerce, m'a rappelé en me disant eh bien, écoutez, vous allez faire autre chose au sein de la chambre de commerce. Et pendant 10 ans, j'ai été en charge. J'étais directeur du pôle entrepreneuriat. Donc là, j'avais un peu 2 dimensions. Accompagner des entrepreneurs et accompagner des créateurs d'entreprises avec là aussi une équipe, une quarantaine de personnes. Et puis au bout de 10-12 ans, je crois que j'étais arrivé au bout d'un cycle, même si j'ai énormément appris, j'ai fait beaucoup de choses. Et je me suis fait licencier en fait. Alors je pense que j'ai tout cherché, tout fait pour que ça arrive, même si j'étais évidemment très en colère que ça arrive. Et quand j'ai été justement un peu contraint de définir mon projet professionnel, là je suis arrivé. J'ai fait le constat que j'étais dans une forme de grand brouillard. Il m'a fallu beaucoup de temps, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, depuis 5 ans, en tant qu'indépendant, j'ai identifié un peu 3 axes dans mon activité, et ce sont les axes que j'exerce aujourd'hui. Un premier qui est de l'accompagnement individuel et en fait essentiellement de multipotentiel et de HPI, comme on va en parler. Un deuxième axe qui est du coaching d'équipe et notamment du coaching d'équipe pour des comités de direction, pour des COMEX. Et puis, parce que j'aime bien tout ce qui est stratégique. Et puis, un troisième axe qui est en fait naissant, qui est lié au premier, c'est d'accompagner les entreprises sur
leur démarche de meilleure inclusion de la neurodiversité, comme on dit, qui inclut justement ces questions de multipotentialité. Voilà. Hyper intéressant. Alors, comment toi, tu définis cette polycuriosité adaptative? Alors, poly, métacompétence, on a un peu inventé le terme pour montrer effectivement que c'est pas une seule compétence, ça regroupe Mm. en fait plusieurs compétences. Mais c'est vrai que même si c'est une polycompétence, il y a quand même des liens entre ces 5 axes qui sont les 5 axes qui définissent cette polycuriosité adaptative. D'ailleurs, d'abord, le premier, c'est l'éclectisme. Alors l'éclectisme, c'est cet attrait pour 1000 choses, pour 1000 sujets, pour 1000 domaines, cette capacité aussi à aller assez en profondeur sur tous ces domaines. Et puis, du coup, cet éclectisme va aussi conduire au fait que les personnes qui ont cette compétence sont capables de faire des liens entre ces domaines, et c'est ce qui débouche sur autre chose, c'est une forme de créativité et capacité d'innovation. La deuxième dimension de la polycuriosité adaptative, c'est justement cette vision multidimensionnelle. C'est-à-dire que sur un sujet, ils vont avoir, les polycurieux adaptatifs, une capacité à regarder sous plusieurs angles ce même sujet, à en voir toutes les dimensions. Et c'est ce qui fait que on peut dire qu'ils ont une capacité à rentrer un peu plus en profondeur ou différemment d'un expert classique. Je pourrais même dire qu'ils ont une compétence pour détecter, pour comprendre et pour gérer la complexité. Alors quand on parle de complexité, tout de suite on dit oui, enfin c'est une façon de complexifier ce qui est simple. Non, en fait la complexité elle est partout. Ça je pourrais en donner quelques exemples. Dans le domaine politique, dans le domaine, j'en sais rien, social, sociétal, etc. La complexité elle est partout. Et dans le fond, cette compétence à gérer la complexité elle est forcément essentielle. La troisième dimension de cette polycuriosité adaptative, c'est l'adaptabilité cognitive. On pourrait parler d'agilité mentale en quelque sorte. C'est capacité à s'adapter vite et efficacement à des changements. Et aussi, on pourrait dire, à capacité à s'adapter à des changements qui sont brutaux et imprévisibles. C'est aussi du coup une aptitude à sortir de sa zone de confort, à être capable de rebondir après l'échec d'une certaine façon. La quatrième dimension, c'est la polyvalence et la flexibilité. Alors on voit bien qu'il y a des liens, on tourne toujours un peu autour des mêmes sujets, mais cette polyvalence, par exemple, dans le cas d'un indépendant, ça va se traduire, ou d'un entrepreneur, ça va se traduire par la capacité justement à assumer à la fois le rôle de conception de son produit ou de son service, le fait de savoir le vendre, le fait de savoir le produire, le fait de savoir gérer, le fait de savoir éventuellement manager, que ce soit des collaborateurs ou des partenaires. Donc on voit bien tout l'intérêt qu'il peut y avoir derrière ça. Et puis il y a une cinquième dimension que je trouve très intéressante, c'est l'engagement et la dynamique. C'est-à-dire c'est la capacité à oser s'engager dans des projets difficiles, des projets ambitieux, et à générer de la motivation autour de ça. Et là où ça devient intéressant, c'est que cette aptitude à générer de la motivation, c'est aussi l'aptitude à embarquer des équipes, embarquer des partenaires, embarquer, on va dire, une société finalement toute entière sur un sujet. Je pense par exemple, comme je suis passionné d'exploration spatiale, forcément, je pense assez facilement à ça. Je pense à John Fitzgerald Kennedy en 62, quand il a prononcé son discours au Rice Stadium pour embarquer la nation américaine sur ce pari fou d'emmener l'homme sur la Lune. À cette époque-là, la nation américaine, les États-Unis, n'avaient pas l'once du début d'une technologie pour le faire. Ils venaient tout juste de faire un petit bond, un saut de puce à un homme dans l'espace. Donc ils étaient très 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 loin de pouvoir emmener un homme sur la Lune, et pourtant ils l'ont fait. En fait, c'était un pari fou, c'était un pari que même beaucoup considéraient comme impossible. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il a embarqué une nation entière, il a généré, on va dire, une sorte d'enthousiasme, il a vraiment déclenché cette énergie, et celles et ceux qui étaient là à l'époque pour le faire, quand on les entend dans certains documentaires, leurs témoignages, ils ont une émotion considérable. Donc on voit bien que cette polycuriosité adaptative, c'est pas seulement sur un registre rationnel, c'est aussi sur un registre émotionnel. Alors c'est intéressant parce qu'on évoque aussi la spécificité vers les profils justement HPI ou multipotentiels. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre ces deux types de profils ? Est-ce qu'il y en a une et il y a HPE aussi ?
Oui. au potentiel Oui, émotionnel. oui, oui. Alors effectivement, c'est vrai quand on entend polycuriosité, on peut faire le lien avec multipotentiel et on va voir en fait, les multipotentiels sont des exemples très concrets Mm. ils incarnent complètement cette polycuriosité adaptative. Alors les multipotentiels, c'est un terme qui a été pour la première fois énoncé par des chercheurs américains, je crois des psychologues, alors j'ai plus les noms en tête, mais c'était dans les années 70. Mhm. Ça a été repris, mais de façon quand même assez confidentielle à cette époque-là. Dans les années 90, il y a eu une chercheuse qui a lancé une thèse sur le sujet. Je ne sais plus si c'est Barbara Kerr, ou Barbara Kerr était peut-être celle qui avait édité un ouvrage sur le sujet. Et en France, on a commencé à parler de multipotentiel de façon très très récente. De ce que je sais, c'est plutôt les années 2010. Dans les années 2010, il y a eu des premiers articles sur le sujet, en particulier avec une dame qui s'appelle Myriam Augier, qui a popularisé ce terme. Et en particulier, elle l'a popularisé avec un ouvrage, mais qui est sorti en 2021. Donc c'est très récent. Donc c'est en fait cette capacité, c'est cette personne qui s'épanouit dans la multiplicité. Alors quand on parle de multiplicité, c'est pas juste s'intéresser à 2 ou 3 sujets. On est plutôt dans un registre de s'intéresser à 10 sujets, 15 sujets, 30 sujets. Voilà, c'est ça la multiplicité, la multipotentialité. C'est aussi la capacité à approfondir chacun de ces sujets au point d'en être quasiment expert dans plusieurs. Pas forcément dans tous, mais expert dans plusieurs. Donc, le lien en fait qu'on peut faire entre multipotentiel et HPI, puisque tu me tendais cette perche là-dessus, c'est assez spécifique parce que moi, sur le terrain, je constate, puisque j'accompagne au quotidien beaucoup de HPI, je constate au quotidien qu'effectivement, il y a une corrélation entre ceux qui ont un QI supérieur à 130, c'est comme ça qu'on définit le HPI, et ces multipotentiels qui ont un certain nombre de caractéristiques, dont cet intérêt pour 1000 sujets. En réalité, il n'y a aucune étude scientifique qui fait le lien entre les deux. Donc, on est un peu embêté par rapport à ça, mais c'est quand même un constat que je fais au quotidien. Le HPI, c'est vraiment, la définition, c'est QI supérieur à 130. Alors, c'est là où peut-être il y a aussi une autre subtilité, c'est que cette notion d'intelligence, c'est une notion qui est très controversée. Or, derrière le terme HPI, c'est haut potentiel intellectuel. On fera assez rapidement le parallèle avec l'intelligence. Pour moi, je suis très gêné avec le fait de faire le parallèle avec l'intelligence pour plein de raisons. D'abord parce que, en fait, on se rend compte que le QI est mesuré par 2 caractéristiques, l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence linguistique, et ce ne sont que 2 caractéristiques, il y en a plein d'autres. Il y a un monsieur qui s'appelle Howard Gardner dans les années 90 qui a proposé une autre forme d'évaluation de l'intelligence selon 9 critères. Donc on voit bien que 2 sur 9 déjà, c'est pas tout à fait complet. Et même Howard Gardner, il n'est pas considéré comme suffisamment complet. Donc cette question du HPI, je dirais qu'elle sert plus à identifier éventuellement des personnes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt non pas de travailler sur le QI, non pas de travailler sur l'intelligence, mais vraiment de travailler sur ces modes de fonctionnement dont, en fait, on va voir qu'ils ont plein d'atouts, mais ils ont aussi des fois un peu des inconvénients. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les grandes caractéristiques de ces profils ? Oui, bien sûr. Alors, la première caractéristique des multipotentiels, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la polycuriosité adaptative, c'est cet éclectisme, cette curiosité, ouverture d'esprit, intérêt pour 1000 choses ou domaines, et parallèlement, la capacité à faire le lien entre ces différents domaines qui débouchent sur une première qualité, c'est capacité de créativité, d'inventer des choses nouvelles, d'innovation en général. Autre caractéristique des multipotentiels qu'on n'a pas forcément cité jusqu'à présent, c'est l'appétence et la capacité à apprendre et à apprendre dans plein de domaines différents. C'est ce qui en fait un peu des polycurieux, des poly-experts même, on pourrait dire. Et la conséquence de cette envie d'apprendre, de cette appétence d'apprendre, c'est qu'ils ont tendance aussi à s'ennuyer assez vite. Parce que s'ils ne sont pas suffisamment sollicités intellectuellement, ils s'ennuient. Et quand ils s'ennuient, ils se démotivent. Et quand ils se démotivent, ce n'est pas très bon pour leur performance. Alors, autre caractéristique qu'on n'a pas citée jusque-là des multipotentiels, c'est le haut niveau d'exigence. Ils ont un très haut niveau d'exigence
Alors ça peut être bien d'un côté, évidemment, parce que ça les conduit à une forme un peu de perfectionnisme. Alors tout dépend jusqu'à quel niveau on place le perfectionnisme, mais évidemment c'est intéressant quand on a besoin de haut niveau de performance, mais quand c'est poussé un peu trop loin, la problématique c'est que on n'est jamais suffisamment à la hauteur de ses exigences. Et puis aussi quand on est manager et qu'on est trop exigeant vis-à-vis de ses collaborateurs, c'est pas forcément très facile à vivre. Ils ont aussi donc du coup un goût, une appétence pour les défis et pour les challenges. Et forcément, c'est très intéressant. On voit bien ce que ça a conduit, par exemple, pour JFK avec le projet Apollo sur la Lune, de l'homme sur la Lune. Mais en même temps, le travers de ça, c'est qu'ils peuvent se mettre un peu régulièrement en zone de danger, en zone de risque, en zone d'échec, en quelque sorte. Autre caractéristique, ils ont une capacité, je disais qu'ils sont des polyexperts, mais dans certains cas, ça confine même à une forme de génie dans certains domaines. Alors là où c'est intéressant, c'est que ces multipotentiels peuvent avoir une forme de génie sur certaines dimensions, et parallèlement, ils peuvent se sentir complètement handicapés sur d'autres. C'est une sorte de dichotomie, on pourrait dire. Ils ont une énorme capacité dans certains domaines et pas du tout dans d'autres. Ils ont aussi une rapidité dans plein de domaines. Rapidité à comprendre, rapidité à apprendre, rapidité à observer. On pourrait dire encore une fois une forme d'agilité mentale. Et cette vitesse, eh bien, elle les fait vivre aussi, elle leur fait vivre un sentiment de décalage parce qu'ils ont tout le jour 2 ou 3 temps d'avance, ils vont toujours beaucoup plus vite. Parfois, dans leurs explications, ils vont sauter des étapes, mais bien évidemment, leurs interlocuteurs vont être soit largués, soit ils ne vont pas comprendre. Il va y avoir vraiment un écart entre les gens. Ils vont aussi avoir une forme de capacité d'anticipation. Comme ils sont toujours avec 2 ou 3 coups d'avance, eh bien, ils anticipent le futur, ils ont une forme d'aptitude à innover, mais du coup à innover dans le bon sens, c'est-à-dire par rapport aux attentes du futur. Alors, ils ont aussi une aptitude au questionnement, à la remise en cause, qui est très bon pour pouvoir s'adapter, mais quand on pousse le bouchon un peu trop loin de cette aptitude à la remise en cause, la conséquence, c'est un sentiment d'imposture. Ils se sentent jamais à la hauteur, en fait, encore une fois. Ils ont, alors ça c'est intéressant, parce que du coup on va faire le lien avec le HPE, ils ont aussi une haute sensibilité, une sensibilité plus forte que la moyenne. Alors je fais une petite parenthèse pour dire que en général, enfin, dans leur immense majorité, parce que c'est ce que je constate moi au quotidien avec mes clients, les HPI sont aussi HPE, sont aussi plus sensibles que la moyenne. Ce qui est difficile parfois, c'est qu'ils ne le montrent pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai constaté dans tous les cas. Par contre, bien évidemment, tous les HPE ne sont pas HPI. On estime que les HPI, c'est à peu près 2-3% de la population, suivant les populations. Et par contre, le HPE, c'est estimé à 15% de la population. Donc on voit bien que les HPI sont inclus dans les HPE, mais l'inverse n'est pas vrai, bien évidemment. Cette haute sensibilité va avoir plusieurs conséquences. Elle va avoir une conséquence, par exemple, sur l'hyperesthésie, c'est-à-dire qu'ils ont les 5 sens surdéveloppés. Exemple, on va trouver des musiciens surdoués chez les multipotentiels parce qu'ils ont une aptitude à sentir les sons, ou par exemple des œnologues de grand renom parce qu'ils ont un nez particulièrement développé. Voilà, ça c'est l'hyperesthésie. Ils vont aussi avoir une empathie surdéveloppée. Et donc, du coup, ils vont se tourner beaucoup vers les autres. Ils ont des métiers très orientés vers les autres. Et la contrepartie, c'est qu'ils ont tendance un peu à s'oublier eux-mêmes. Et puis, cette sensibilité, ils vont vivre en fait tout à 200%. Ça va être des vagues émotionnelles avec tous les avantages et les inconvénients qu'on peut imaginer. Et puis, je vais terminer, c'est un peu long, mais je vais terminer avec 2 choses. Ils ont un sens de... Ils ont besoin de sens et besoin d'utilité dans leur vie. Et puis, ils ont des valeurs qui sont extrêmement fortes, extrêmement ancrées, qui guident un peu leur vie, notamment la valeur de la justice, la valeur de l'autonomie et de la liberté, et puis de la solidarité. Je cite celles-là parce que c'est probablement celles qui sont les plus prégnantes chez eux. Merci pour ces différents éléments, Cyril. Alors, c'est vrai que
C'est intéressant parce que tu cites les avantages, hein, les forces et aussi les limites de ces différents comportements. Et il y a aussi plusieurs personnes célèbres en fait qui sont multipotentielles. T'en as d'autres à nous citer? Oui, 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 bien sûr. Alors, il y en a un auquel on peut penser. Alors, quand on dit ils sont multipotentiels, on affirme en Oui. quelque sorte, mais en tout cas, on voit bien, ils affichent clairement un peu toutes ces caractéristiques. Il y en a un qui vient un peu assez naturellement à l'esprit, c'est Léonard de Vinci. Il était artiste, ingénieur, inventeur, écrivain. Donc, il avait déjà plein de métiers. Mm. Et à l'intérieur de ces métiers, si on prend ne serait-ce que son côté artiste, il avait énormément de disciplines. Il était peintre, sculpteur, poète, etc., etc. Et quand on reprend sur sa dimension ingénieur, il était un inventeur génial. Alors, j'ai plus toutes les inventions en tête, mais je pense par exemple à cette espèce d'engin qui ressemblait à un hélicoptère. Certes, il n'aurait pas pu voler, mais il avait une aptitude à imaginer 500 ans avant que ça n'arrive. Donc, on peut quand même, vraiment, quand on parlait de 2 coups d'avance, lui, il en avait 15. Hein, il était vraiment ultra précurseur. Et il était aussi d'une certaine façon incompris. Mm. Donc on voit bien à quel point Léonard de Vinci incarne ça. Je pense à un autre personnage, alors peut-être un peu plus surprenant, c'est Roger Federer. Pourquoi je pense à Roger Federer, le tennisman? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il avait été inventeur d'une tactique ou d'une technique bien particulière. En fait, c'était une attaque, mais qui était une attaque défense. Alors c'est quoi cette attaque défense? Roger Federer était champion de la volée et de temps en temps, il n'était pas suffisamment rapide pour arriver à la volée et pour faire sa volée. Donc en fait, il avait inventé la technique de faire une demi-volée quand il était à mi-chemin du parcours vers le filet. Il appelait ça la SNAR, la Sneak Attack by Roger, donc assez intéressant quand même. Et cette demi-volée, en fait, il fallait avoir énormément de subtilité pour la faire. Donc on voit bien le lien aussi avec la sensibilité. Et il avait, donc en inventant cette technique, eh bien, il surprenait ses adversaires, bien évidemment. Il ne s'attendait absolument pas à ce qu'il monte à ce moment-là et qu'il fasse ce coup-là et que la balle retombe juste derrière le filet. Et puis, deuxième chose à laquelle je pense avec Roger, quand il était jeune, ça c'est assez peu connu, il était assez colérique. Alors, on le voit comme un gentleman, très zen, etc. En fait, le fait d'être colérique est assez classique chez les multipotentiels. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vivent assez fréquemment une situation de frustration parce qu'ils sentent qu'ils en ont sous la pédale, mais qu'ils ont du mal à le mettre en œuvre. Mm. Voilà. Ouais. Et je crois que de ce que j'ai lu sur Roger Federer, un de ses premiers entraîneurs dans le Jura français, je crois, Jura français ou Jura suisse, je ne sais plus, eh bien, c'était vraiment ça, c'était cette caractéristique. Donc, on voit bien que Roger incarne ça. Et puis après, je pourrais parler de personnages moins célèbres, mais de gens que j'ai accompagnés. Je pense par exemple à un de mes clients qui est indépendant, et sa caractéristique, c'est qu'il avait 3 activités. Il était enseignant, formateur, dans d'ailleurs pas mal de domaines. Il avait une activité d'informatique, donc d'accompagnement d'entreprises sur une dimension informatique, et parallèlement, il développait une activité dans le domaine des énergies renouvelables. Et quand je l'ai accompagné, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait absolument qu'il cumule les 3. S'il n'avait pas les 3, il ne se sentait pas complet. C'est comme s'il n'avait pas ses 2 pieds et ses 2 mains pour se sentir en équilibre. Et c'est, je crois, grâce au fait qu'il cumulait les 3, qu'il était particulièrement bon dans chacun d'entre eux. Sinon, je crois qu'il se serait ennuyé. Il n'aurait pas eu cette capacité d'innovation dans chacun des domaines. Mm. Alors, on dit souvent aussi que, comme dans l'exemple que tu cites, ces personnes polyvalentes, qui touchent à tout, qui ont des intérêts très variés, peuvent avoir du mal à rester focus justement sur une activité, à être persévérant peut-être sur une Ouais. activité. Est-ce que c'est réellement incompatible avec un projet à moyen long terme, selon toi? Oui, c'est une très bonne question, Noémie. Effectivement, c'est vrai. Ils ont de réelles difficultés à rester stables, on va dire longtemps sur un sujet, sur un projet, sur un domaine. De mon point de vue, c'est pas forcément un problème. Alors, ça peut être un problème, on va dire, à partir du moment où ces personnes sont dans un environnement où on a besoin d'énormément de stabilité et qui n'acceptent pas trop, justement,
que certains collaborateurs ou managers changent fréquemment. Mais dans un environnement, une entreprise qui accepte facilement le changement, qui est plutôt dans une logique d'apprentissage régulier, d'ouverture d'esprit aussi, hein, parce que c'est quelque part, il faut de l'ouverture d'esprit pour accepter des personnages comme ceux-là, qui sont très différents, eh bien, je pense que c'est pas un problème. Ces personnages, ces multipotentiels, vont être des excellents initiateurs de projets, ils vont être capables vraiment de les mettre sur les rails, et puis après, il faudra... ils auront de toute façon envie de confier les clés à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils auront envie de regarder leur bébé grandir, peut-être de s'y intéresser, mais il faudra absolument qu'il y ait des hommes qui soient plus dans la stabilité, dans le long terme, pour prendre le relais. Ceci étant, moi je connais aussi des multipotentiels qui ont réussi des projets sur le long terme, à partir du moment, par exemple, où le projet est tellement ambitieux, tellement complexe, que là, ils vont se délecter de cette ambition et de cette complexité pour se dire, je vais aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément très naturel ou très fréquent. Et c'est surtout, c'est très difficile à trouver, en fait, ce genre de situation. Oui. C'est plutôt rare, quoi. Oui, des projets qui restent stimulants et souvent, effectivement, assez complexes, j'imagine. Absolument. Alors, il y a plein de mythes, hein, il y a plein d'idées reçues autour... De ces profils-là. Tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure avec le QI. Hein. On peut dire qu'ils sont plus intelligents que les autres, qu'ils réussissent mieux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces mythes ? Oui, ce sont vraiment des mythes. D'abord, si on prend à l'école, en fait, alors il y a peu d'études sur le sujet, où les études sont incomplètes parce que le problème, c'est qu'on a des études longitudinales sur les HPI à l'école, mais à partir du moment où ils ont suivi des études relativement longtemps, mais on n'a pas tellement d'études sur ceux qui ont abandonné l'école en cours de route. Or, moi, dans ma population de clients, j'en ai des centaines, eh bien, ce que je constate, c'est qu'il y a autant de gens qui ont réussi à l'école que de gens qui ont décroché à l'école. C'est ça qui est assez étonnant. Et donc, ça se retrouve aussi dans le monde professionnel, bien évidemment, parce que finalement, on a une carrière beaucoup en fonction de son diplôme. Et j'ai des clients qui sont aussi bien à très haut niveau que des clients qui sont opérateurs sur chaîne. Voilà, on peut être opérateur sur chaîne et être multipotentiel, aussi bizarre que ça puisse paraître. Oui, c'est pas forcément des postes à direction. Non. Et je dirais même que quand on arrive vraiment dans les postes de direction et dans les COMEX, ça devient plus rare. Alors, pourquoi ça devient plus rare ? Parce qu'en fait, ces multipotentiels n'aiment pas se mettre en avant en général. Sauf si vraiment, c'est extrêmement rare, sauf s'ils ont très bien tourné ou s'ils ont travaillé sur eux-mêmes et qu'à ce moment-là, ils sont capables de mettre en œuvre, on va dire, leur potentiel. Mais en général, ils n'aiment pas se mettre en avant, ils n'aiment pas trop le pouvoir. Or, quand même, pour gravir les échelons à un moment donné, il vaut mieux savoir un petit peu jouer des coudes. Je ne vais pas dire être individualiste, mais quand même, il faut en avoir un minimum. Et ça, je pourrais dire que c'est presque contraire à l'état d'esprit des multipotentiels. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Et justement, en quoi cette métacompétence, donc la polycuriosité adaptative, elle est aussi stratégique pour les entreprises ? Bien sûr. En fait, on l'a un petit peu abordé, par exemple, sur cette notion de gestion de la complexité. Aujourd'hui, la complexité est dans tout. Même les entreprises, la mondialisation, la globalisation fait que un tout petit grain de sable, un tout petit papillon qui bouge à un endroit de la planète change complètement la donne pour une entreprise. On l'a vu avec le Covid, c'était énorme. Moi, j'ai l'exemple d'un entrepreneur, par exemple, que j'ai accompagné. Il était dans l'organisation de salons professionnels avec l'informatique qui va derrière, avec donc une entreprise d'une cinquantaine, une soixantaine de salariés. Du jour au lendemain, quand le Covid est arrivé, confinement, son activité tombait complètement. Il n'y avait plus du tout de salon. C'était zéro chiffre d'affaires. Ça passait de 100 à 0. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En quelques jours, il a réuni ses associés, il a réuni quelques collaborateurs, mais surtout, il a eu cette espèce d'intuition géniale. Il a dit, on va continuer à organiser des salons pour nos clients, mais on va les organiser en virtuel. Alors, peut-être qu'on pourrait dire, oui, c'est facile. Une fois que l'idée nous vient et qu'on la connaît, oui, c'est facile. Mais même quand on l'a, la mettre en œuvre, c'est autre chose. Et je dirais que
c'est vraiment un exemple très caractéristique de cette agilité, cette capacité à imaginer les choses, à s'engager dans un projet très ambitieux, parce que c'était quand même un sacré virage qu'il faisait faire, et il a été capable en 2 mois de revenir à un chiffre d'affaires quasi normal. C'est réellement incroyable dans son cas. Voilà. Peut-être autre chose, cette capacité d'anticipation. Alors, on pourrait dire oui, mais l'anticipation, est-ce qu'elle sert vraiment puisque maintenant les changements sont imprévisibles? Oui, il faut d'autant plus anticiper que les changements sont imprévisibles et que les choses vont vite. Si je prends une image, quand un pilote de Formule 1 ou un pilote d'endurance à la course du Mans, par exemple les 24 heures du Mans, quand il va à 400 km/h, eh bien, il faut d'autant plus qu'il anticipe. Plus les choses vont vite, plus il faut savoir anticiper. C'est une aptitude des multipotentiels et des polycurieux adaptatifs. Cette agilité mentale dont on parlait pour pouvoir, j'allais dire, retomber sur ses pattes comme le chat quand il est en chute libre. Cette aptitude cette sensibilité aussi qui fait qu'ils ont une aptitude à capter les signaux faibles. Et ces signaux faibles, aussi à les traiter en temps réel pour se dire c'est ça qui est important, à croiser les informations pour innover, etc. Alors, comment on peut révéler cette compétence en situation professionnelle, à la fois sur le plan individuel ou sur le plan collectif? C'est toute la complexité, pour reprendre le terme. En fait, on ne va pas s'amuser à détecter des QI, même si, comme je disais tout à l'heure, alors je disais qu'on n'a pas de certitude sur la corrélation, mais on la constate. Donc, ce serait intéressant de mesurer les QI parce qu'on pourrait se dire, on a déjà une bonne information. Oui, à travers un test de raisonnement, par exemple, on peut... Voilà. Alors, pourquoi ne pas faire passer un test de QI? Parce que, clairement, ce serait considéré comme stigmatisant, ce serait considéré comme, je cherche le terme, mais discriminant. En tout cas... Discriminant, exactement, merci. De la même façon que si on demandait la religion ou l'orientation sexuelle d'une personne, ça n'est pas possible. Donc, en fait, il va falloir les détecter par les modes de fonctionnement. Et toute la difficulté, c'est que ces modes de fonctionnement, ils n'apparaissent pas forcément au grand jour. Pourquoi? Parce que les multipotentiels ont cette caractéristique aussi de se masquer et de s'adapter aux autres. Ce sont des grands caméléons, et même ils sont des champions du caméléon. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont très empathiques, ils ont besoin ce sont des êtres très sociaux, je parlais de la solidarité, donc ils ont besoin d'être connectés aux autres, mais ils voient bien qu'ils sont différents, donc ils font des tas d'efforts. Ils vont pas même considérer que leurs caractéristiques sont comme des défauts, donc ils vont chercher à gommer leurs défauts. Alors ça se voit quand même, mais ils sont tellement dans l'adaptation que des fois c'est vraiment bien masqué. Alors comment faire malgré tout? Eh bien on va quand même regarder par exemple quelque chose qui a tendance à déborder, c'est leur vitesse. Y compris par exemple la vitesse d'élocution, la vitesse de compréhension. Ça, on va le voir. On va voir à quel point ils s'intéressent à 1000 choses. Ça aussi, on va le voir. C'est difficile de le masquer. On va voir leur sensibilité. Ça aussi, c'est difficile de le masquer. Même quand ils ont tendance à mettre leurs émotions dans leur poche, on voit quand même qu'ils passent. Ça se voit sur le visage, d'une certaine façon. On va voir aussi leur agilité mentale, leur envie de changement, voilà, tous ces aspects, on va les voir. Mais après, que faire? On ne va pas lui dire, écoute, je pense que tu es un polycurieux adaptatif, donc il va falloir que tu nous aides à faire passer des changements. Non, pour deux raisons. D'abord parce qu'il va y avoir une espèce de plaquage d'un modèle et ils ont horreur d'être mis dans une case. Alors si en plus eux font le lien éventuellement avec le HPI, ils vont tout de suite mettre ça de côté parce qu'ils ont horreur de se sentir prétentieux ou arrogants. Ils peuvent être perçus comme ça, mais pour autant ils ont horreur de ça. C'est tout le paradoxe. Donc il va falloir être très, comment dirais-je, très subtil dans l'approche. Et de mon point de vue, la seule solution, c'est de sensibiliser l'ensemble du personnel de l'entreprise à ce sujet-là, pour que finalement, ils puissent être capables d'avoir un peu des réflexes, de dire « Ah tiens, est-ce que cette personne-là avec qui je travaille, est-ce que mon collaborateur ne serait pas un polycurieux adaptatif, un multipotentiel ?» Et peut-être juste d'être dans la suggestion, d'amener la personne concernée à s'y intéresser à son tour et de lui dire il m'a semblé que peut-être, alors je me trompe peut-être, faut y aller avec beaucoup de précautions, 1000 précautions, mais et de dire, et si tu avais effectivement ces aptitudes-là,
et que eh bien, ça pouvait t'aider de t'y intéresser, ça pouvait t'aider de les révéler, ces potentialités, parce que véritablement, ça pour le coup, ça parle aux multipotentiels, de sentir qu'ils ont des potentialités, qu'ils en ont sous la pédale, mais qu'ils ont du mal à les exploiter. Souvent, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Voilà. Eh oui. Alors, donc ça veut dire, 1, savoir les identifier, 2, pouvoir les révéler en quelque sorte, et puis 3, les amener à partager en quelque sorte leur savoir. Donc ça suppose en fait, mais peut-être c'était la question que tu voulais me poser, ça suppose de passer par de la sensibilisation, de l'information, de la formation, parce qu'il faut vraiment former à comment détecter ça. Ouais. Et j'allais dire former aussi à comment accompagner la personne, comment l'amener à s'y intéresser à son tour. Et puis ensuite, bien souvent, il y a besoin d'accompagnement, de coaching individuel d'abord, coaching individuel éventuellement des personnes concernées, coaching individuel des managers. Et puis coaching d'équipe aussi, parce qu'il faut que ce soit une affaire collective, ça ne doit pas être une affaire que d'individus. Alors toi, justement, Cyril, dans tes accompagnements, qu'est-ce que tu proposes comme méthode, comme conseil que tu souhaites partager à nos auditeurs aujourd'hui? Oui, alors ce que je dis souvent d'abord, c'est il faut arriver à sortir du déni. Dans l'accompagnement individuel, c'est ça, c'est vraiment la prise de conscience. Et bien souvent, ça demande un peu de subtilité. Donc c'est la première étape, c'est la prise de conscience. Quand je parle de prise de conscience, c'est aussi la prise de connaissance aussi de ces modes de fonctionnement. Alors ça peut sembler un peu paradoxal, parce que comme ils le vivent au quotidien, on pourrait dire mais ils les connaissent bien. En réalité, pas trop, puisqu'ils ont tellement été dans l'adaptation aux autres que parfois ils ont enfoui une partie de leur mode de fonctionnement. Ils ont parfois considéré que c'était des défauts, et donc finalement ils s'en sont un peu ils les ont oubliés d'une certaine façon. Oui. Il y a la prise de conscience. La deuxième étape, qui est loin d'être facile, c'est le fait d'accepter cette différence. Et ils ont tout fait pour la gommer. Donc, bien évidemment, sortir de cette espèce de, comment dirais-je, déni et aller vers l'acceptation, c'est compliqué. D'autant plus que pour eux, ça représente des risques. Ça présente le risque de se dire, je vais encore plus montrer que je suis différent, je vais encore plus être rejeté, je vais encore plus être incompris, voire jalousé. Donc, pour eux, faire face à ces risques, c'est vraiment difficile. Donc, en fait, ça revient à leur faire prendre conscience que, 1, ils ont de vrais atouts à l'assumer, et 2, il faut aller visiter ces risques-là. Il faut aller les voir en face pour ne pas se dire non, je fais comme si ça n'existait pas. Ouais. Et puis, il y a 2 autres dimensions qui sont très souvent importantes. C'est, comme on l'a dit, travailler sur ses émotions, parce que les émotions sont tellement fortes. Et en plus, comme je disais à propos de Roger, c'est souvent les émotions de l'agacement et de la colère qui viennent. Et cette colère, elle est inacceptable en monde professionnel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on sait que c'est inacceptable? On la met dans la poche. Et le problème d'une émotion qui n'est pas exprimée, comme on dit, l'émotion qui ne s'exprime pas s'imprime. Elle s'imprime d'autant plus fort, mais elle ressort d'autant plus fortement, plus violemment et de façon plus incontrôlée. Donc, autant dire que c'est complètement contre-productif. Donc, gestion des émotions, mais ça va au-delà, en fait. Il faut, dans le cas des multipotentiels, il faut l'anticiper, son émotion. Parce qu'elle vient tellement vite que quand elle arrive, il est déjà trop tard. Je dis souvent qu'il faut des techniques et des tactiques particulières aux multipotentiels pour la question des émotions. Et puis, l'autre point, c'est l'estime de soi. Comme je disais, ils sont tellement dans la remise en cause, dans le sentiment d'imposture, le besoin d'être aimé, le besoin d'être accepté, etc., qu'en fait, ils ont perdu toute valeur en eux-mêmes, toute conscience de leur valeur. Et donc ça, c'est un travail un peu particulier aussi. Alors, je dis souvent aussi, c'est pareil, qu'il faut employer des techniques spécifiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les multipotentiels ont tendance un peu à démonter le mécanisme des techniques un petit peu en surface. Et donc, ils ont besoin de comprendre. Et donc, il faut inventer, là aussi, des méthodes, des tactiques particulières. Je pense à cet exemple sur la méditation pleine conscience, qui est une technique alors là, plutôt pour la gestion des émotions. Oui, c'est vrai que ça marche dans beaucoup de cas, mais qu'est-ce qui va se passer avec les multipotentiels ? Ils vont dire, OK, je vois le côté un peu artificiel, donc ça ne va pas fonctionner. Ils vont vraiment avoir besoin de tactiques un peu différentes.
Alors, Cyril, par rapport à ce que tu nous exprimes ici, comment on peut transférer justement cette compétence, cette métacompétence aux autres, aux personnes qui ne sont pas des profils multipotentiels et HPI? Oui, c'est une question très juste, hein, parce qu'on pourrait imaginer de se dire, mais ce sont des HPI, ils sont plus intelligents que la moyenne, ou en tout cas, ils ont une agilité mentale plus rapide que n'ont pas les autres. Comment ils vont faire pour s'adapter? En réalité, c'est bien plus subtil que ça. La question de la plasticité cérébrale, c'est vraiment un sujet sur lequel il y a des mythes, hein. On pense que, justement, sur cette histoire de QI, on pense que le QI est quelque chose de fixe. On l'a à la naissance et puis c'est pour toute la vie. Moi, je ne crois pas, même si il y a des études qui ont cherché à démontrer le contraire. Je ne crois pas pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont démontré cette plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à évoluer, à se réinventer, à changer. Je pense en particulier à une étude qui a été faite dans le cadre des travaux de Carol Dweck sur l'état d'esprit de croissance. En fait, elle s'intéressait à la capacité à apprendre de nouvelles choses pour des élèves qui sont éventuellement en difficulté. Et elle s'est intéressée à une étude qui avait été faite par des scientifiques sur l'évolution du cerveau des chauffeurs de taxi londoniens. Devenir chauffeur de taxi à Londres est très complexe parce qu'il y a 20 000 rues à Londres. Elles sont toutes emberlificotées. Il n'y a aucune organisation comme à New York, par exemple. Donc, c'est hyper complexe. La ville de Londres est étendue sur une très grande surface. Et en plus de ça, traditionnellement, les chauffeurs de taxi utilisent des taxis londoniens qui ne sont pas équipés de GPS. Alors maintenant, en fait, bien évidemment, ils ont leur smartphone qu'ils installent, mais pour autant, ils ont gardé dans le test des chauffeurs de taxi londoniens cette difficulté à apprendre par cœur les noms des 20 000 rues, l'organisation géographique. Donc ça demande un effort cognitif colossal d'avoir vraiment cette vision en 3D spatiale, on pourrait dire, de toutes les rues. Et qu'ont constaté les scientifiques en faisant un IRM du cerveau de plus d'une centaine de chauffeurs de taxis londoniens avant leur apprentissage et à la fin de leur apprentissage, ils ont constaté en fait une augmentation du volume de l'hippocampe, qui est justement la zone du cerveau dédiée à la visualisation spatiale. Mais quand je dis augmentation du volume, c'est dans des proportions très importantes. Donc on voit bien au travers de cet exemple à quel point le cerveau, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, est capable d'évoluer. Et puis je pense à une autre expérience qui a été faite cette fois-ci, mais alors le but était différent, c'était sur l'effet Pygmalion. Alors l'effet Pygmalion, c'est la capacité à influencer justement les aptitudes mentales d'une personne, notamment aussi dans le domaine scolaire. C'est un monsieur qui s'appelle Robert Rosenthal qui a conduit une expérience de QI justement auprès d'une classe d'élèves aux États-Unis. Il a en fait passer un test de QI à l'ensemble de la classe, une trentaine d'élèves, et puis il a prétexté une erreur de transmission des informations. Il a affirmé qu'il ne transmettrait pas les informations ni aux élèves ni aux enseignants, mais il a fait exprès de transmettre les résultats aux enseignants de cette classe, et surtout il a changé le QI volontairement en augmentant de 20 à 25% pour un quart de cette classe d'élèves. Donc, il a artificiellement gonflé le QI d'un certain nombre d'élèves. Et qu'est-ce qui s'est passé 6 mois plus tard? En refaisant la mesure de QI des mêmes élèves, tous ceux qui n'avaient pas eu de changement artificiel ont eu les mêmes résultats, mais ceux qui avaient eu un changement artificiel ont eu une augmentation de leur QI. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, c'est leur enseignant ou leurs enseignants qui ont cru en eux de façon plus puissante. Et cette expérience a été renouvelée plusieurs fois et les mêmes résultats ont été produits. Donc on voit bien que même cette notion de QI, elle est extrêmement évolutive. Donc d'une certaine façon, ça nous apprend beaucoup sur nos croyances, sur le fait qu'on serait capable ou pas d'apprendre cette soft skill de la polycuriosité adaptative. Oui, ce n'est pas que inné. Donc ça Exactement. donne de l'espoir, je Exactement. pense notamment à mon sens de l'orientation catastrophique. Exactement. Vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre ce nouveau concept de polycuriosité adaptative. Merci beaucoup Cyril pour ton partage très enrichissant. Merci. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure auprès de nos auditeurs? Oui, peut-être le message que j'ai envie de faire passer à celles et ceux qui se seraient reconnus dans cette soft skill, c'est déjà peut-être
d'arrêter d'être dans le déni, de mettre ça un peu de côté, comme si ça n'existait pas, parce que tôt ou tard, dans leur carrière, ils vont se retrouver peut-être à 40 ans, peut-être à 50 ans, avec une frustration tellement énorme qu'ils vont vraiment avoir besoin de rentrer dans le vif du sujet. Et que faire dans ces cas-là? C'est déjà commencer par s'y intéresser. Plutôt que de mettre le sujet de côté, c'est d'ouvrir les livres, c'est d'aller écouter les podcasts comme le vôtre, c'est de regarder des vidéos, etc., etc. C'est ensuite peut-être de commencer à s'interroger sur c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur objectif, qu'est-ce qu'ils voudraient faire progresser. Et ensuite, si jamais ils imaginent peut-être se faire accompagner sur cette question, c'est surtout de se faire accompagner par quelqu'un qui a vécu les mêmes choses. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, je me suis fait accompagner par des tas de coachs, une thérapeute, et à chaque fois, je disais, mais ils sont top, ces coachs, ils sont top, ces thérapeutes. Mais j'avais pas avancé, ou en tout cas pas du tout avancé sur cette dimension-là. Et donc, pourquoi? Parce qu'il faut se faire accompagner par quelqu'un qui comprend, qui a vécu ça. Oui. Si c'est pas le cas, ça marche pas. Merci beaucoup Cyril et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nos réseaux sociaux pour ne perdre aucun épisode, découvrir aussi de nouvelles soft skills. À très bientôt. Merci.